Alors, dans l'histoire Rosemary, c'est très simple. C'est, vous savez que je suis un voleur, je sais que vous savez que je suis un voleur, donc on va s'arranger entre nous. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Moi, je peux vous rendre service. Moi, en contrepartie, la seule chose que je vous demande, c'est de vous taire. Et ça joue, alors ça devient le système généralisé, c'est-à-dire que quand un journal commence à publier un article faisant allusion au fait que telle ou telle personne se livre à des malversations, il y a toujours un maçon dans la bande qui dit « Oh, c'est pas très intéressant ce sujet, il faudrait laisser tomber, c'est pas une bonne histoire. » Vous comprenez, c'est des ragots de pissotières, tout ça, c'est pas une bonne histoire. Il dit pas, naturellement, Rosemary est franc-maçon, et moi, en tant que franc-maçon, je pense à défense. Il dit, c'est pas un bon sujet, puis on n'a pas de preuves, puis votre dossier n'est pas clair. Et si le journaliste insiste, on change le journaliste, on dit, bon ben vous allez vous occuper d'autre chose, puis on va confier le dossier à machin. Et machin, comme par hasard, appartient à la bande. Donc ça devient un système d'étouffement généralisé. Et pratiquement à l'heure actuelle, ça n'est plus que ça. Or, il se trouve que ce système d'étouffement généralisé ne peut fonctionner que s'il n'y a aucune fuite. Si tout le monde est d'accord. Tant que tout le monde est d'accord, ce qui s'est produit en France pendant très longtemps, vous aviez par exemple tous les ans la réunion de la fraternelle parlementaire qui se passait dans un très grand hôtel d'ici les Moulineaux. Moi j'ai assisté à ça, où vous aviez tous les francs-maçons députés et sénateurs qui se présentaient, c'était très officiel. On entrait dans l'hôtel, et dans le hall de l'hôtel, il y avait la fraternelle parlementaire avec une flèche comme ça, puis on allait vers la fraternelle parlementaire, et là vous aviez les gens du Grand Orient de France, de la Grande Loge de France, de la Grande Loge nationale française, y compris du droit humain, et même de opéra qui se présentaient et qui se recevaient entre eux, et tout ça très officiellement. On était là, il y a des socialistes, des communistes, des gaullistes, des pas gaullistes, des giscardiens. Et tout ça se passait parfaitement. Et là, on discutait, on faisait des grands discours, on bouffait bien, on buvait bien, et on débattait toute l'après-midi de questions diverses. Bon. Quand le Front National a commencé à avoir des élus, c'est devenu délicat parce que le côté familial ne fonctionnait plus. Il y avait toujours le type qui était là quand il ne fallait pas qu'il soit là. C'est ce qui explique l'agressivité de la franc-maçonnerie contre le Front National. Parce qu'en réalité, je peux vous le dire pour avoir fréquenté longtemps, les, ouvrez les guillemets, valeurs, fermez les guillemets, du Front National, elles sont des valeurs simples, elles sont partagées par l'immense majorité des maçons de la base. Pourquoi ? Parce que les maçons de la base, c'est des gens, si j'ose dire, comme vous et moi. C'est-à-dire, c'est pas des types qui ont en tête, qui vont détruire le système. Ils savent pas qu'ils sont des marionnettes. Eux, ils pensent qu'ils sont des gens agissants dans la société, qui ont un rôle social important, parce qu'ils sont notaires, avocats, hauts fonctionnaires, médecins, architectes, etc. Et ils pensent réellement qu'ils agissent au nom de la fraternité universelle. Alors ils disent, au nom de la fraternité universelle, moi j'emploie mon intelligence à réfléchir sur le devenir de l'humanité pour un mieux-être de l'être humain. Alors, formidable comme sujet. Et c'est en plus formidable parce que le notaire, par exemple, qui fait ses petites magouilles dans son étude, ou l'architecte qui gratte un peu sur des projets et tout, il a la justification morale de dire, bon, ça c'est pour gagner un peu de fric, mais le soir, je vais une fois par semaine, ou une fois par mois, ou 2 fois par mois en loge, et là je travaille au mieux-être de l'humanité. Donc finalement je suis un type bien quand même, je ne suis pas le dernier des salauds. Et ça lui fait plaisir. En plus il rencontre des gens intelligents qui lui disent qu'il est extrêmement intelligent et qu'il est très brillant, et qui en échange attendent de lui qu'il leur explique que lui il les trouve également très très brillants. Alors ça donne des résultats du genre que, par exemple, dans les ateliers, vous avez une procédure qu'on appelle la planche passée. C'est-à-dire que chacun vient, fait son discours sur un sujet qu'il a sélectionné.
on pourrait penser que ce sujet est choisi dans l'arsenal des sujets portant sur l'initiation, la symbolique, etc. Pas du tout. Ça a été le cas au début, c'est le cas dans certains ateliers, mais en général, ça ennuie beaucoup les gens. Les gens ne sont pas là pour ça, ils sont là pour faire des affaires et pour s'échanger des compliments. Et par conséquent, chacun choisit un sujet qui est à sa mesure. Alors quand j'y étais, par exemple, on avait dans mon atelier, il y avait un gars qui était gérontologue. Tous les ans, on avait droit à une planche tracée sur les maladies du grand âge. Alors, il y a un type qui était haut fonctionnaire dans les services fiscaux. Tous les ans, on avait droit à une planche tracée sur la fiscalité moderne. Alors c'était toujours, naturellement, c'est pas ce que je vous dis, pardon, c'est la fraternité avec les personnes atteintes de maladies du grand âge. Ou liberté et fiscalité moderne. Ou si vous avez un chauffeur de taxi, égalité et fonctionnement du moteur à explosion. Je plaisante à peine. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors le gars fait son topo, tout le monde dit ah, mon frère, tu as été formidable, félicitations, vraiment, bon, mais je te remercie mon frère, et tout le monde part content. Ensuite on va pour des agapes, on dîne ensemble, on se dit qu'on est vraiment des gens formidables, qu'on va se revoir le mois suivant pour vraiment confirmer qu'on est des types formidables, et puis on en profite pour dire ah dis donc, au fait, mon frère commissaire de police, tiens, voilà, ça c'est mes contraventions du mois. Le frère commissaire de police dit au frère garagiste, dis donc mon frère, il faudrait que je change la boîte de vitesse de la voiture de mon fils, est-ce que tu peux pas m'avoir des prix sur une boîte de vitesse? Si, va voir notre frère marchand de boîte de vitesse, et c'est ça uniquement, c'est un système, parce qu'on a ça s'appelle CD, vous êtes intelligent, vous en êtes un autre, etc. Ils sont très contents, ça marche, et ça fait vraiment de mal à personne. Sinon, bon, on ne paye pas ses contraventions. Moi, pendant 5 ans, je n'ai pas payé une contravention. La seule fois où j'ai payé une contravention, c'est quand j'ai acheté la voiture d'un curé. Mais ça, c'est un système qui fonctionne et ça pourrait marcher indéfiniment. Cela dit, au-dessus de ça, et quand je dis au-dessus, c'est très au-dessus parce que le système que j'indique, il va très haut. J'étais entré en maçonnerie parce que j'étais devenu l'ami de Richard Dupuis, qui était avocat, qui était l'avocat de Bastien Thierry. Vous direz que c'est forcément une recommandation étant donné ce qui s'est passé, mais enfin, c'était courageux de sa part. Et c'était un type formidable, il était catholique traditionnaliste. Il allait à Saint-Nicolas du Chardonnay, il passait le dimanche à Saint-Nicolas du Chardonnay et le jeudi en loge rue de Pluto, mais pour lui, ça ne le gênait pas du tout, il ne voyait pas d'inconvénient à ça. C'était un type parfaitement honnête, parfaitement rigoureux, de droite, catho-tradi, il avait toutes les qualités, et il était en plus grand maître de la Grande Loge de France, c'était dans le peuple. Et ses petites filles étaient dans des institutions catholiques, etc. Donc lui, c'était pas du tout attendu, et pourtant il était grand maître. Et il ne se rendait pas compte qu'il était utilisé, manipulé, instrumentalisé, golémisé par des gens qui l'utilisaient dans des affaires. Et c'est ça le système de la maçonnerie. Le système de la maçonnerie, c'est de s'appuyer sur la vanité, sur l'esprit combinard qu'il y a en tout homme. Je te rends service, je te rends service, tout ça en cachette de points carrés, on n'en parle pas, ma femme n'est pas au courant, et puis donc on s'arrange entre nous, ce qui est un comportement, sinon normal, sinon respectable, au moins généralisé, il faut bien l'admettre. C'est de créer donc cette espèce de complicité énorme de tout le monde avec tout le monde, et d'utiliser cette masse de gens qui sont habitués à faire des choses toujours en marge, non pas de la légalité, mais en marge de la régularité, en marge de la légitimité, et de les utiliser pour des choses un peu plus grosses, parce que il y a un jour où on va voir le type et on lui dit bon, ça fait 10 ans que tu fais sauter les contraventions, tu peux peut-être faire un tout petit peu plus. Et le gars marche. Parce qu'on lui fait miroiter, d'abord, le fait qu'il va rentrer dans un certain système où il va prendre de l'importance. Et alors, à ce propos, j'ai une anecdote qui est assez rigolote. Il y avait un type qui était ancien vénérable maître de la loge Conscience et Fraternité 821 à la Grande Loge de France à Paris, à l'Orient de Paris, comme on dit. Et ce type s'appelait Jo Béard. Il avait une particularité amusante, c'est qu'il était juge au tribunal de commerce, ça c'était une de ses activités,
L'autre activité qu'il avait, c'est qu'il était fourreur, il avait été condamné 3 fois pour faillite frauduleuse. Donc quand même, juge au tribunal de commerce condamné 3 fois pour faillite frauduleuse, il y avait une espèce de système un peu difficile, difficile à gérer. Mais en fait, ça marchait très bien, il était très content. Il était très arrangeant. Et un jour, il demande à voir, à l'époque, Rossi était ministre du commerce extérieur, ou ministre je ne sais quoi, et il insiste beaucoup pour un rendez-vous avec Rossi. Alors, Rossi lui dit, mais écoute mon frère, moi j'ai pas beaucoup de temps, tu sais, si, j'ai absolument besoin de te voir pour faire ces capitales, c'est très important. Bon. Alors finalement, Rossi finit par accepter de le recevoir, le gars rentre dans le bureau de Rossi, il s'assied, alors Rossi lui dit, assieds-toi mon frère, il s'assied, et Rossi lui dit, je t'écoute. Il dit, Rossi, tu sais, je suis très... alors Béard lui dit, je suis très touché que tu aies de me recevoir, oui, il dit Rossi, d'accord, et je suis très content de faire ta connaissance, parce que tu es vraiment un frère... important dans notre obédience. Oui, aussi, c'est très gentil, merci. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, écoute, voilà, souvent, ça me fait plaisir de te voir parce que vraiment, tu es un homme exceptionnel et tu fais tellement pour la patrie, tellement pour la France. Alors, ça dure un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, aussi, il dit, écoute, tu es très très gentil, je suis pas sorti de tes compliments, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et l'autre se lève et dit, écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, merci de m'avoir reçu, et il s'en va. Aussi, il dit, ce type est complètement fou. Puisqu'il est venu fou de chez moi, m'a emmerdé pendant un quart d'heure pour rien. Mais le truc, c'est qu'après, Béard se baladait partout en disant, mon frère aussi, qui est un ami d'ailleurs, encore il y a une semaine, j'ai pu passer un quart d'heure dans son bureau à parler de choses et d'autres. Et il était devenu le meilleur ami de Rossi. Et donc, comme quelqu'un avait besoin de quelque chose, il allait voir Béard et il lui disait, non, toi qui es ami avec Rossi, tu peux pas m'arranger un petit truc? Alors Béard lui disait, bon, on va pouvoir s'arranger, attends, mais alors, toi, ça tombe bien, j'avais justement besoin de ça. C'est le type même du fonctionnement maçonnique. C'est-à-dire que il y a des gens qui se créent une fausse importance. Mais simplement, le Béard en question, il jouait un rôle capital aussi, parce qu'en tant que président du tribunal de commerce, quand on avait une affaire pendante devant le juge, il suffisait de se faire connaître, et si on était maçon, on était sûr qu'on avait des avantages. On était sûr que le jugement serait porté en faveur du maçon. Or, à l'heure actuelle, il faut savoir, il y a eu un papier récemment dans, je sais plus, l'événement du jeudi, je sais pas quoi. Il faut savoir que pratiquement 70 à 75% des juges au tribunal de commerce sont francs-maçons. Donc, si vous n'êtes pas maçon, que vous comparaissez contre un maçon au tribunal de commerce, vous êtes à peu près sûr d'être condamné. Vous êtes à peu près sûr d'avoir une décision qui sera contraire à vos intérêts. Et c'est comme ça pour tout. Si vous avez un problème d'impôt, vous allez voir ces gens-là, vous savez qui il faut voir, vous allez voir un haut fonctionnaire des impôts, vous vous faites connaître comme maçon, le truc s'arrange. Si vous avez besoin, vous avez un fils qui va faire son service militaire, ben maintenant ça ne marche plus, mais à l'époque, et vous vouliez avoir un fils qui voulait faire son service à tel endroit ou pas, qui voulait aller à tel endroit ou pas, qui voulait partir ou pas dans les dom-toms, etc., bon, ça marchait. Donc, je vous le répète, c'est un système d'entraide généralisée qui est destiné uniquement à constituer un terreau d'intervention dans lequel les vrais maîtres vont puiser en permanence. Alors maintenant, qui sont ces vrais maîtres? Mais c'est pas très difficile à imaginer. Quand j'étais franc-maçon, j'ai fait le tour d'à peu près tous les ateliers pour voir comment se passaient les travaux. Alors, je suis allé dans des ateliers de symbolique, comme par exemple, ça c'était quand j'étais à la Grande Loge Nationale Française, la loge Héron de Villefosse. C'était un truc très très intéressant où on faisait des travaux sur la symbolique architecturale, la géographie sacrée, etc. C'était très sérieux, et les gens qui étaient là, c'était vraiment des types de haut niveau, c'était des ingénieurs EDF, des centraliens, des physiciens nucléaires, des gens qui étaient de très très haut niveau. Et quand on était à Héron de Villefosse, on écoutait, il y avait une conférence par mois, et on écoutait la conférence, mais c'était pas du copinage du tout. Il y avait, d'ailleurs, je crois même qu'on se tutoyait pas. Hein. Je ne me souviens pas très bien, mais j'ai pas souvenir qu'on tutoyait. En revanche, il y avait des ateliers où c'était exclusivement, je me souviens d'une loge qui s'appelait Prosolis, qui était au Grand Orient, c'était exclusivement des mecs qui venaient pour faire des affaires. Alors, on ouvrait les travaux, on fermait les travaux tout de suite, et on se réunissait pour des agates, et là, on parlait affaires. Alors, moi, j'ai des pantalons à vendre, toi, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai un transport, j'ai besoin, t'as pas quelqu'un qui a une combine pour transporter, c'était ça tout le temps.
Mais il y avait un atelier, enfin un groupe d'ateliers qui travaillait au rythme Memphis-Misraï. Alors moi, ça m'intéressait beaucoup parce que je voulais savoir ce que c'était qu'avec Memphis-Misraï. Donc un beau jour, très simple, quand on avait les mots de semestre, on se pointait, on donnait les mots de semestre, et puis on allait à l'atelier. Et je suis arrivé devant l'atelier, le temple, où se tenait la tenue au rythme Memphis-Misraï, et je me suis présenté dans le gars, je vais mon frère, je lui ai dit le mot de semestre, je lui ai fait un poignet de main magique, et le type m'a dit, mais t'es pas de chez nous, toi? Je lui ai dit, non, je suis pas de chez vous, je viens comme frère spectateur. Ah, il me dit, mais tu peux pas rentrer. Je lui ai dit, mais comment tu peux pas rentrer? Ah, il me dit, non, tu peux pas rentrer, c'est pas possible. Je lui ai dit, mais pourquoi? C'est pas juif. Et au rythme Memphis-Misraï, il y a que les juifs qui peuvent entrer. Alors, attends, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Tu me dis que moi, qui suis un goy, je ne peux pas entrer dans une loge juive, mais est-ce que tu imagines dans une loge goy, que moi, quand tu arrives, je te dis que tu n'entres pas parce que tu es juif? Je dis, mais ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai commencé à me douter qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net dans l'histoire. On va dire, ça faisait un moment que j'en avais la vague intuition. Et en fait, j'ai eu la confirmation de tout ça quand j'ai découvert l'existence des Hébraïtes. C'est une chose que j'ignorais totalement. Et quand j'ai découvert ça, alors là, on voit réellement qu'on est en présence d'une organisation de subversion internationale qui s'appuie sur la franc-maçonnerie. Car contrairement à ce que certains prétendent ou font semblant de croire et tout, il n'y a aucune différence entre la maçonnerie hébraïque et la maçonnerie courante. C'est la même chose. C'est simplement que les Bnei Brit sont reçus dans tous les ateliers de toutes les obédiences quand ils veulent, alors qu'aucun franc-maçon d'une obédience, comment dirais-je, j'allais dire profane, oui, d'obédience profane, ne peut être reçu dans les ateliers de Bnei Brit. Ah oui. Il n'est pas reçu comme ça, il est reçu comme invité, ce qui est totalement différent. Enfin, invité, il n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui sont reçus dans des qu'ils appellent des tenues blanches, fermées ou ouvertes, mais en réalité, ne peut être Bnei Brit que quelqu'un qui appartient à la communauté. Autrement, il ne peut pas. C'est une impossibilité absolue. Or, c'est devant ces gens-là que, je vous le rappelle, pour ceux que je l'indique pour ceux qui ne le sauraient pas, à la fin des années 80, enfin, à la moitié des années 80, vers 85, les hommes politiques français ont comparu pour prendre l'engagement de ne jamais s'associer avec les mouvements nationalistes français, notamment avec le Front National. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tout ce qui se passe en France sur le plan politique est absolument dicté par la franc-maçonnerie. Et c'est ce qui explique le fonctionnement des dynamiques horizontales, si j'ose dire. Comment peut-on comprendre que des gens qui appartiennent à l'UDF, au RPR, aient ces relations tout à fait privilégiées avec des gens du Parti Socialiste ou des communistes? C'est parce que, normalement, le système devrait converger et il ne devrait se rencontrer que par le haut. Il y a des chefs qui doivent avoir des contacts, et encore pas des contacts très amicaux. Or là, il suffit de regarder, quand vous voyez des reportages à la télévision, vous voyez bien que ces gens-là se entendent, qui sympathisent, qui se parlent, avec des moments absolument irrésistibles, comme l'autre jour, Madame, comment elle s'appelle cette fille, Anne Chazal, Claire Chazal sur TF1, qui dit à Le Pen, bon monsieur Le Pen, maintenant on va vous laisser partir. Le Pen dit, si compagnon vous foutez à la porte, et elle se tourne vers Guesso, elle lui dit, alors dites-moi Jean-Claude, c'est quand même extraordinaire, on est dans un système où une journaliste qui est la femme, disons pour simplifier, d'un autre journaliste, ce sont les deux journalistes les plus puissants en France, pratiquement, parce que c'est eux qui disent la vérité prédigérée en permanence aux Français, appelle par son prénom un ministre communiste. On est au cœur de la société de connivence. Eh bien, toute cette connivence, elle passe par les circuits maçonniques. Car à la maçonnerie, c'est le mot d'ordre de la maçonnerie, c'est solver et coaguler, et solver, ça veut dire dissoudre, c'est-à-dire dissoudre tous les systèmes sociaux traditionnels existants.